est organisé pour sa deuxième session dans le cadre de la sortie d'un livre qu'on a édité dans le cadre d'une collection qu'on a, Agir pour l'environnement, lancée avec un éditeur militant qui s'appelle Rue de l'Échiquier. Collection qui, enfin, avec trois exemplaires différents, trois thèmes différents aujourd'hui. Donc, ça sera le seul moment où je fais de la pub. Donc, voilà, je le fais placement de produit avec quelque chose que vous voyez assez rapidement. Donc, il y a un premier bouquin sur l'énergie nucléaire. Le deuxième, c'est sur les perturbateurs endocriniens. Et celui-là, c'est un scoop parce qu'il va sortir fin janvier. C'est sur le numérique. Le thème de la collection, l'intitulé de la collection, ça rappellera pour les plus anciens un thème bien connu, c'est On arrête tout et on réfléchit. C'est ce qu'il y a derrière moi, c'était l'an 01. Et la troisième formule, c'est Et c'est pas triste. Donc on va essayer que ce webinaire ne soit pas complètement plombant, même si le diagnostic n'est pas extrêmement réjouissant. Moi, voilà, peut-être une petite présentation d'Agir pour l'environnement, sachant que l'enjeu, c'est plutôt de parler du bouquin et de l'énergie nucléaire. Mais Agir pour l'environnement est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 25 ans, qui compte environ 20 000 adhérents et qui est 100% indépendante. On a renoncé à toute subvention publique et privée il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et on s'en porte très bien. Voilà, donc pour le coup, on ne regrette absolument pas de ne plus dépendre de façon assez marginale à l'époque des pouvoirs publics, qui avaient la fâcheuse habitude de nous faire sentir qu'à chaque fois qu'ils nous versaient quelques milliers d'euros, on leur était plus ou moins redevable. Voilà, je ferme la parenthèse sur la présentation. Commencer par une bonne nouvelle. En fait, j'ai en fait l'habitude de faire quelques conférences sur le nucléaire depuis des années. Et pour préparer ce webinaire, je me suis replongé dans les éléments. Alors, non pas que je fasse tout le temps la même intervention, mais le plan reste sensiblement le même. Et je commençais par une présentation avec le nombre de réacteurs dans le monde, le nombre de pays recourant au nucléaire, le pourcentage de nucléaire dans la consommation d'électricité, dans la production d'énergie. Et en fait, à 10 ans de distance, la bonne nouvelle, c'est que le monde est en train progressivement, lentement, trop lentement à notre goût, mais de sortir du nucléaire. Je m'explique, il y a une dizaine d'années, quand je faisais ma conférence, je commençais en disant le monde compte 435 réacteurs, il n'en compte plus que 413. À l'époque, je disais ces 435 réacteurs produisent 13,6% de l'électricité consommée dans le monde. On est aujourd'hui à 9,2%. Donc, en fait, on a une chute qui est assez significative. À l'époque, je disais, ça représente 3% de l'énergie finale consommée. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 2% de l'énergie finale consommée. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est que globalement, à l'époque, je disais et je dis encore, tout le paradoxe de la situation à laquelle je participe, c'est de débattre systématiquement de nucléaire en France, alors que c'est une anecdote énergétique au niveau mondial. Euh, et, et quand je dis j'y participe, c'est que j'ai rédigé un bouquin sur cette énergie nucléaire. Et en France, et on va le voir encore sur la loi de sobriété énergétique qui va être débattue à l'Assemblée nationale normalement en février. En fait, à chaque fois qu'on parle d'énergie en France, il faut traduire électricité et le sous-titre, c'est nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de la saturation de l'agenda médiatique autour de cette source de production d'électricité, donc d'énergie. Mais finalement, on passe un peu sous silence tout ce qui concerne les transports, le chauffage et tous les autres modes de production de l'énergie, pour le coup, qui semblent être anecdotiques alors qu'ils ne sont absolument pas anecdotiques. Le nucléaire ne représente que 15 à 17% de l'énergie consommée en France. Donc en fait, on est très loin des chiffres avancés systématiquement de 70-75%. Ça, c'est l'électricité en tant que telle. Et en fait, concernant l'électricité,
en France, la part est majoritaire, mais objectivement sur l'énergie, on a une problématique qui est plutôt liée à notre manque d'autonomie liée au transport et donc à notre dépendance au pétrole qu'une problématique nucléaire. Bon, une fois que j'ai dit ça, donc la bonne nouvelle, c'est que le monde est en train d'en sortir, et notamment grâce à l'explosion des installations d'énergie renouvelable. Malheureusement, et ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'en France, on reste vraiment dans une logique que j'ai apparentée à une logique sectaire, c'est-à-dire qu'il y a une logique autoréférentielle ou tautologique, c'est-à-dire le nucléaire c'est bien parce que le nucléaire c'est bien. Et en fait, on y revient, on y revient, on y revient, et il n'y a pas moyen d'objectiver la controverse à partir de données. Et c'est tout l'enjeu de ce bouquin. Je l'ai dit aussi, moi j'ai écrit près de 14 livres, dont 4 ou 5 chez 4 ou 5 maisons d'édition. Et c'est la première fois où en fait j'ai affaire à un éditeur qui est aussi sourcilleux, c'est-à-dire que chaque chiffre donné, chaque argument avancé a été évalué, relu, vérifié. Et en fait, à chaque fois que la source était imprécise, à chaque fois j'avais un éditeur qui revenait en disant, tu me donnes la source et ça ne devait pas être une source de source ou une référence à une source, c'était vraiment la source primaire. C'est-à-dire, et autant que faire se peut, pour éviter tout débat sur ouais, mais vous avez été chercher les sources chez Greenpeace ou le réseau sortir du nucléaire, qui nécessiterait de devoir se justifier. La plupart du temps, on est allé chercher les informations dans les sources institutionnelles. Donc, c'est les rapports parlementaires, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, c'est la Cour des comptes. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques temps. Ce qui est le paradoxe de cette situation, c'est que objectivement, autant dans les années 70, il y avait une censure par le vide, c'est-à-dire que tout ce qui gênait, on le supprimait. Autant aujourd'hui, on a une censure par le plein, c'est-à-dire que pour trouver la bonne information, il faut y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que, en fait, il faut réussir à passer les introductions qui font 50 pages, puis le corps du rapport qui fait 600 pages, et le chiffre qui se trouve logé dans l'intertitre. Bon, voilà. Donc là, il y a une logique d'investigation. Je prends juste comme exemple, il y a une enquête, une consultation qui est aujourd'hui mise en ligne par l'autorité de sûreté nucléaire sur la mise en service de l'EPR de Flamanville. Il y a déjà eu une première consultation en octobre dernier. Le rapport comptait 14 000 pages. 14 000 pages. Donc, vous voyez que globalement, pour pouvoir amener un avis autorisé, pour avoir une lecture complète de ce dossier-là, en fait, c'est tout bonnement impossible. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'à un moment, sur plusieurs mètres de rapport, vous n'avez plus la capacité à faire une lecture technique de ce dossier-là. Et ce qu'on disait, on est aux prises avec une logique sectaire, c'est qu'en fait, on a face à nous des problématiques où, en fait, depuis des années, on dit et on entend et répété un certain nombre d'arguments qui sont factuellement faux. Mais dit 3 fois, dit 5 fois, dit 1000 fois, deviennent une vérité et une vérité incontestable. Le premier élément, et on va les décliner un à un. Alors, évidemment, le nucléaire serait la technologie qui permettrait de lutter contre l'effet de serre. Elle contribuerait à l'indépendance énergétique. Elle est peu coûteuse. Elle est sans danger. Enfin, tous ces arguments-là ne résistent pas à l'analyse. Je vais les prendre un à un. Le premier, l'indépendance énergétique. Alors, l'indépendance énergétique, dans un rapport parlementaire qui est paru en Allez, je vais commencer tout de suite par les citer. En 2017, rapport relatif à la faisabilité technique et financière du démantèlement des installations nucléaires. Et il y avait un autre rapport sur les raisons de la baisse de l'indépendance énergétique de la France. Est indiqué que la France est indépendante à hauteur de 55,1% de sa consommation d'énergie. Comment arrive-t-on à un tel chiffre? Eh bien, alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, en fait, pour atteindre ce chiffre d'indépendance énergétique, on a
intégrer à la comptabilité énergétique hexagonale la chaleur dissipée par les tours de refroidissement. Voilà. Donc là, en fait, quand vous regardez ça, vous vous dites, non, c'est juste pas possible. Et en fait, le rapport parlementaire dit quoi? Tac, 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 tac. Le manuel sur les statistiques de l'énergie coédité par l'Agence internationale de l'énergie et par Eurostat souligne que si l'origine du combustible nucléaire était prise en considération, la dépendance de l'approvisionnement à l'égard d'autres pays serait accrue. Dans le cas de la France, le taux d'indépendance énergétique perdrait 42 points de pourcentage pour s'établir à 13% en 2021 si l'on considérait comme énergie primaire le combustible nucléaire plutôt que la chaleur issue de sa réaction. Alors, il y a deux éléments dans cette phrase. C'est tout à la fois la chaleur dissipée par les réacteurs qui est intégrée comme une énergie utile alors qu'elle est juste dissipée, elle est perdue sous forme de vapeur d'eau. Et l'autre élément, c'est une logique à peine cachée, une logique néocoloniale, c'est le combustible uranium et, in fine, une espèce de combustible hexagonal parce qu'il est considéré comme un minerai qui contribue à la dépendance énergétique, alors qu'en fait, il vient principalement du Kazakhstan, du Niger et de l'Australie. Bon. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de, bon, au mieux de l'argument d'autorité, c'est on est indépendant énergétiquement, mais quand vous commencez à creuser, bah, vous vous apercevez qu'en fait, si on raisonne de la même façon, le pétrole qui est raffiné dans les raffineries françaises devient un pétrole hexagonal. Bon, la réalité, c'est qu'évidemment, elle ne contribue absolument pas à l'indépendance énergétique de la France. Et dans ce rapport, qui est un rapport officiel, qui a été publié à l'Assemblée nationale, on vous dit que si on enlève la vapeur d'eau et si on ne considère pas l'uranium qui est importé comme un minerai français, eh ben, on passe de 55 à 13% d'indépendance énergétique, ce qui était à peu près l'indépendance énergétique de la France dans les années 70. Donc globalement, on n'a pas beaucoup changé, on n'a pas beaucoup évolué. Si ce n'est que depuis, on a répété 1000 fois qu'on était indépendant, donc on finit par le devenir. Mais ça, c'est subjectif et c'est absolument pas la réalité dans les faits. L'autre élément, c'est évidemment le nucléaire comme technologie, comme solution au dérèglement climatique. Le secrétaire général de l'ONU disait qu'on faisait face à une urgence absolue et qu'on avait 2 ans pour agir. Le seul problème, c'est qu'il a dit ça en 2018. Bon, voilà, donc là, on est en 2023. Vraisemblablement, les 2 ans, on les a encore perdus. Face à ça, eh ben, on a un gouvernement qui initialement nous disait on va construire 6 réacteurs EPR, a plus que doublé la mise au détour d'une interview de l'ancienne ministre de la Transition énergétique, Panny Runacher, qui est venue nous dire que globalement, c'est comme ça qu'on décide en France, c'est au travers d'une interview dans la Tribune dimanche. On est passé de 6 à 14 réacteurs EPR2, dont la construction va s'échelonner et la connexion au réseau, nous dit-on, on ne demande qu'à les croire, on connecterait les premiers EPR en 2037 jusqu'en 2050. Quand on connaît le retard qu'a connu l'EPR de Flamanville, qui a maintenant 12 ans de retard et qui n'est toujours pas connecté, on a quelques petites raisons de douter sur la fiabilité des dates annoncées. Mais même si on accepte comme prérequis la vérité révélée de la ministre, à savoir qu'on va connecter les réacteurs en 2037, eh ben, en fait, vous vous dites que la notion d'urgence climatique est une notion aussi discutable que développement durable. C'est-à-dire que si l'urgence climatique, on y répond en 2037 ou en 2050, vraisemblablement, le secrétaire général de l'ONU avait tort. C'est-à-dire qu'on n'avait pas 2 ans pour agir, mais une vingtaine d'années, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc, en fait, on fait face aujourd'hui à une technologie qui est tout à la fois immature, on va y revenir, mais surtout qui nécessite un temps tout à fait considérable et qui n'est pas du tout à l'échelle temporelle du bouleversement climatique qu'on connaît ici et maintenant. C'est d'autant plus regrettable que, en fait, cette technologie, elle souffre de défauts rédhibitoires. C'est-à-dire que face à l'urgence climatique, on va avoir besoin tout à la fois de réacteurs qui nécessitent beaucoup d'eau. J'ai l'habitude de rappeler
que les réacteurs nécessitent pour le refroidissement, 50% des prélèvements en eau en France sont destinés aux réacteurs nucléaires. Bon, alors 98% de cette eau est restituée soit dans les fleuves, soit sous forme de vapeur d'eau, mais elle est restituée à des températures qui sont beaucoup plus élevées et dont l'impact sur les écosystèmes est très significatif. Donc en fait, il y a quelque chose à nouveau de l'ordre de l'eau est un bien commun, donc on l'utilise un peu comme on veut et on le restitue un peu comme on veut. Sauf que, en fait, ça présuppose qu'il y ait de l'eau. Et il m'est arrivé de me promener à proximité de Saint-Laurent-des-Eaux, le long de la Loire, il y a 1 ou 2 ans, et où en fait, on voit bien que cette technologie est obligée de baisser ses prélèvements en eau et donc de baisser la puissance des réacteurs et donc l'injection d'électricité sur le réseau, notamment en période estivale, notamment en période où on a besoin de beaucoup d'électricité maintenant. Paradoxalement, eh ben, en fait, présupposer qu'on construirait des réacteurs pour répondre au dérèglement climatique, alors que c'est ce dérèglement climatique qui va empêcher ces réacteurs de fonctionner à l'avenir, bah, y a quelque chose de l'ordre de la boucle rétroactive qui dysfonctionne. Voilà. Je passe sur les éléments du type bouleversement climatique, tempête, qui ont failli avoir raison de des réacteurs du Blayais en 99 où les submersions ont failli, une fois encore, noyer les diesels de secours. Euh, ces 28 milliards de mètres cubes d'eau nécessaires par an pour les réacteurs, c'est l'équivalent de 21 piscines olympiques toutes les minutes. Donc, en fait, on a vraiment un besoin en eau qui est extrêmement fort pour ces réacteurs. Euh, et j'ai l'habitude de dire nucléaire, c'est fromage ou dessert. Ce ne sera pas fromage et dessert. Même si le gouvernement a entretenu jusqu'à une période assez récente l'illusion selon laquelle on allait investir dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables, en fait, il se trouve que la loi de souveraineté énergétique qui va être soumise aux parlementaires en février démontre une chose, c'est qu'en fait, la France n'est pas riche comme Crésus. Voilà, les différentes réformes des retraites pour gagner quelques milliards l'ont démontré. Sauf que, au moment où il faut payer, on constate que EDF, l'opérateur historique, n'a pas les moyens. Et cette loi a gommé les objectifs d'énergie renouvelable. La France était le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Et là, on est en train de nous dire les objectifs à échéance 2035 sont gommés. C'est-à-dire que c'était des objectifs qui étaient relativement modestes. Hein, c'était 40% d'énergie renouvelable, là où il y a déjà 12 pays européens qui ont dépassé le seuil de 50% de leur électricité qui était issue des renouvelables. Là, on voit bien que la France ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. C'est une autre façon de dire fromage ou dessert. Quand à un moment, vous avez un opérateur comme EDF qui est endetté à hauteur de plus de 62 milliards d'euros et dont la dette a augmenté depuis 1998 de 5 millions d'euros par jour, en fait, vous n'avez plus les capacités d'investissement permettant tout à la fois d'injecter. Alors, je vais sortir un chiffre qui vraisemblablement est faux, mais dont on aura une vraie difficulté à la confirmer. C'est les 14 réacteurs EPR vont vraisemblablement coûter entre 100 et 150 milliards d'euros et parallèlement investir dans le déploiement massif de l'éolien, du solaire thermique, photovoltaïque, la géothermie, etc. etc. Bon, gouverner, c'est choisir. Je ne sais plus qui disait ça, je veux bien la confirmation, mais en l'espèce, il y a quand même de cet ordre-là, c'est-à-dire que la plupart des pays européens sont engagés dans une dynamique de transition énergétique. Il n'est pas une vue de l'esprit à échéance 10 ans, mais une réalité ici et maintenant. Je reviendrai sans doute dans les questions sur le modèle allemand, mais l'Allemagne est passée de 256 TWh d'énergie renouvelable en 2022 à 267 TWh, 267,8 TWh, c'est-à-dire une augmentation de l'énergie renouvelable de 11,6 TWh d'une année sur l'autre.
là où globalement, la France est à peine à 50 TWh. Donc, on est à, je fais le ratio, 268 TWh d'énergie renouvelable, à peine une cinquantaine sur l'éolien et sur le solaire. Mais le gain d'une année sur l'autre de 11 TWh en Allemagne, c'est l'équivalent de la production de 2 réacteurs. C'est-à-dire que là, on assiste à un boom des énergies renouvelables. Paul Néo, qui est un des responsables de l'association Négawatt, dit que rien que sur 2023, simplement sur le solaire photovoltaïque, ce qui a été installé produira l'équivalent de 6,5 EPR. Donc, vous voyez, globalement, pendant qu'on est dans le mythe de on va bientôt connecter au réseau 6 ou 14 EPR2 d'ici 2050, et ben, chaque année, rien que sur le solaire, j'insiste sur ce segment, ce n'est pas l'ensemble des énergies renouvelables. L'ensemble du solaire photovoltaïque en Europe va produire l'équivalent de 6,5 EPR. Donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, une fois encore, du mythe qui a un peu tendance à nous empêcher de penser, tout simplement. En France, c'est le nucléaire et rien que le nucléaire, seulement le nucléaire. L'autre élément, c'est le coût. Quand vous regardez les présentations, alors vous avez le document que EDF a produit dans le cadre du débat public sur l'EPR2 et les futurs réacteurs qui pourraient être installés notamment à Penly. En fait, il parle de coût overnight. C'est-à-dire que et quand en fait, ils viennent justifier, par exemple, le coût du nucléaire de l'EPR de Flamanville, généralement, ils vous parlent de 12 milliards d'euros. Or, la Cour des comptes vous parle de 19,1 milliards. Et on a cherché à comprendre d'où venait le distinguo. Et en fait, ce coût overnight, c'est la non prise en compte des frais financiers. C'est-à-dire que EDF est obligé de s'endetter pour construire ses réacteurs et s'endetter sur des longues périodes. Le réacteur EPR de Flamanville, il a été décidé en 2007. On est en 2024 et il n'a toujours pas injecté le premier kilowattheure sur le réseau. Pendant ce temps-là, en fait, vous avez des intérêts, des frais financiers, mais ils ne sont pas pris en compte. Voilà, c'est une norme auto-construite par EDF qui considère qu'on n'a pas à prendre les frais financiers parce qu'on ne les connaît pas. Oui, sauf que du coup, vous arrivez à minorer très significativement. Il y a eu une étude anglaise qui disait que quand le taux d'actualisation, le taux d'intérêt est passé de 4 à 10%, le coût du projet doublait. Donc, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas prendre en compte ce coût, ces frais financiers dans le prix complet. Mais, en fait, la réalité, c'est que systématiquement, on vous parle de coûts fabriqués en une nuit. Bon, la nuit est très, très longue chez EDF parce que pour construire un EPR de Flamanville, ils ont mis, si mes calculs sont bons, 2007-2024, 17 ans, c'est ça. 17 ans. Bon, voilà. L'autre élément, c'est évidemment le respect des devis. Alors là, bon, pour le coup, il y a une espèce d'invariant. C'est-à-dire que systématiquement, on vous annonce un chiffre et le coût final double, triple, décuple, en fait. Et c'est là où, en fait, c'est tout le paradoxe, c'est l'inversion des légitimités des références. C'est le lobby nucléaire affiche des chiffres absurdes, les écologistes les contestent, et c'est les écologistes qui passent pour des charlots. Voilà. Donc, l'EPR de Flamanville était estimé à 3,3 milliards d'euros, on en est à 19,1. L'EPR d'Hinkley Point, les deux réacteurs, étaient estimés à 25 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous avez lu le Canard enchaîné de la semaine dernière, mais considérer que le surcoût était déjà, alors qu'il est très très loin d'être fini, à hauteur de 15 milliards d'euros. Et ce qui avait amené la démission du directeur financier à une époque d'EDF, un certain nombre de clauses cachées qui amènent le fait que, alors pour obtenir l'autorisation et le marché en Angleterre de construire 2 réacteurs, il a été vendu à prix fixe, c'est-à-dire 25 milliards d'euros. Tout ce qui dépasse, c'est pour le consortium franco-chinois.
Sauf que la clause secrète que le directeur financier a refusé de signer, qui a quand même été signée, mais sans lui, c'était de dire le partenaire chinois peut à tout moment accepter ou refuser de remettre la main au portefeuille. Que fait-il en ce moment? Ben, il refuse. Donc, en fait, les 15 milliards d'euros pour l'instant, c'est pour EDF, donc pour le client ou pour le contribuable français. C'était déjà le cas avec le PR de Finlande, où, in fine, c'était la COFAS, l'organisme de réassurance, d'assurance et de réassurance des exportations françaises, qui avait cautionné les surcoûts éventuels, et pas qu'éventuels, de la construction de ce premier EPR. Donc, en fait, on a systématiquement une socialisation des pertes, mais une socialisation sur le contribuable ou le client français. Je le répète, la dette d'EDF, elle est passée de 22 milliards à 64,5 milliards d'euros en quelques années. Et on nous dit aujourd'hui qu'il faut que EDF sorte entre 100 et 150 milliards d'euros pour le PR, une quarantaine de milliards encore pour la maintenance de ces vieux réacteurs. Et troisième élément, bon, je vous passe les dérives des coûts de Bure, ITER, Superphénix, où en fait, à chaque fois, c'est à coût de milliards, dizaines de milliards d'euros, alors que systématiquement, au départ, Cigéo, en 96, c'était 14,7 milliards d'euros. Aujourd'hui, on a arrêté le coût, l'Andra a arrêté le coût à 34,5 milliards d'euros. C'est une valse de milliards, pas milliards de francs, hein, milliards d'euros. Donc, en fait, on dépense sans compter. Par exemple, l'EPR2 qui est anticipé, le coût avancé, entre les premières estimations il y a 2-3 ans et aujourd'hui, on est passé de 47 à 52 milliards. Alors qu'en fait, on est encore à l'état de projet. Le design n'est même pas encore terminé. Le design des réacteurs n'est même pas terminé, qu'on a déjà augmenté de 5 milliards. Bon, vous allez me dire, en comparaison de l'EPR de Flamanville, c'est objectivement pas très élevé. Voilà. Le dernier élément, c'est le coût du démantèlement. Pareil, on a été voir dans un rapport parlementaire. Euh, En fait, les deux députés, c'était en 2017, ont écrit que les exploitants européens provisionnent généralement entre 900 et 1,3 milliard d'euros par réacteur à démanteler, quand EDF ne provisionne que 350 millions environ par tranche. C'est une petite broutille, hein, une broutille budgétaire, mais qui, en fait, rapportée aux 58, maintenant 56 réacteurs, fait un surcoût de 32 à 55 milliards d'euros. Voilà, à nouveau, on est sur quelque chose qui n'est pas anecdotique, mais qui illustre les liens, enfin, de ce côté, c'est pas très grave parce que l'État est derrière. Et on est un peu dans la logique du Crédit Lyonnais, c'est too big to fail. On est trop gros pour chuter. Si en fait EDF déposait le bilan, ça représenterait une telle catastrophe économique que l'État est obligé de remettre. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du poker menteur. C'est on est tellement endetté que de toute façon on ne peut pas chuter. Voilà. Donc ça c'est un des éléments. Le dernier élément, et après je vous laisse la parole donc je réponds aux questions, c'est un peu comme vous voulez, c'est la justification de tout ça. Parce qu'en fait, on est en train de nous dire il faut 14 heures PR, mais en fait, là, on est dans une logique productiviste et pas dans une logique consumériste. Et le fait d'inverser la donne permettrait peut-être de questionner l'utilité de tous ces projets. Je le dis d'autant plus que mon collègue Oliver Charles, en fait, a fait tout un rapport sur les estimations de consommation depuis les années 70, les rapports Péon qui ont justifié la construction des réacteurs nucléaires, la première séquence de grosses constructions dans les années 70. Il est allé à la BNF parce qu'en fait, on avait une légende urbaine qui disait dans ce rapport, en fait, ils avaient estimé qu'en l'an 2000, la France devrait construire 200 réacteurs de 1000 mégawatts. Je prenais ça pour une légende urbaine parce qu'en fait, je voyais ça fleurir de bouquin en bouquin, mais je voyais jamais la source. Et du coup, on a retrouvé la source, hein, la BNF, un des rapports Péon,
le dit explicitement, c'est au regard de l'augmentation de la consommation, il faudra construire 200 réacteurs de 1000 mégawatts. Voilà, on a atteint péniblement 58 réacteurs et on avait déjà une petite dizaine de réacteurs qui servaient à l'exportation. Donc, vous imaginez bien que 200 réacteurs, surtout qu'en fait, pendant cette période de construction, on a massivement investi dans des passoires thermiques qui étaient chauffées avec des grille-pains. Donc, en fait, on a particulièrement œuvré au gaspillage énergétique. Et parallèlement à ça, en fait, on est arrivé à 58. Et le lobby nucléaire nous disait, non, non, nous, on avait besoin de 200 réacteurs. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, depuis maintenant 2 ans, à un rythme de un rapport tous les 3 à 6 mois, RTE, le réseau de transport de l'électricité, nous dit qu'en fait, il va falloir massivement investir dans le déploiement des capacités de production de l'électricité parce que la consommation passerait de… alors, en 2022, je vais vous donner 2022 parce que 2023, on ne les a pas, même si nous, on les a estimés. Mais 2022, on était à 453 TWh. Et en 2035, on serait potentiellement à 640. C'est une augmentation de quasiment, alors, presque 190 TWh. Je vais vous donner juste une donnée. En 2001, on était à 450 TWh. En 2022, on était à 453 TWh. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on a augmenté de 3 TWh. En 12 ans, aujourd'hui, RTE nous dit qu'on va augmenter de 190 TWh. Je vais même aller plus loin, c'est qu'en fait, ces 2 dernières années, on a assisté à une chute, un vrai dévissage de la consommation d'électricité française. En 2022, on a baissé de 18 TWh et en 2023, on est parti pour baisser de quasiment 19 TWh. Ce qui veut dire que en fait, on est dans une logique de il faut massivement investir dans les capacités de production pour accompagner une augmentation de la consommation, sauf que la réalité des chiffres dit absolument pas ça. Très grande stabilité sur les 20 dernières années et décrochage de la consommation pour une seule et unique raison, le signal prix. Ce que les écologistes disaient depuis des années, c'est-à-dire si vous augmentez le prix de l'électricité, ça décroche. Alors là, c'est fait sur un mode Far West, c'est-à-dire que c'est les plus précaires qui vont payer les pots cassés. Mais en réalité, le signal prix, avec l'augmentation très significative du prix de l'électricité, a produit une chose, les gens, en fait, sont obligés de se rationner. Et là, on baisse donc de 18 et 19 TWh, là où RTE nous dit sur les 12 prochaines années, on va augmenter de 17 TWh. C'est absolument inconcevable. Pendant la grande période des années 80 avec les passoires thermiques, on a augmenté de 14 TWh pendant 9 ans. Seulement 9 ans, seulement 14 TWh. Là, on nous dit 17 TWh pendant 12 ans. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire énergétique de la France. Donc, en fait, il y a cette espèce de mythe, alors qui repose beaucoup sur la voiture électrique. C'est la voiture électrique, c'est une centaine de térawattheures supplémentaires. Sauf qu'en réalité, en fait, il y a une logique de copier-coller. C'est-à-dire que RTE n'anticipe absolument pas la moindre politique publique qui amènerait à moins se déplacer moins vite, se déplacer dans des voitures moins lourdes, se déplacer avec plus de personnes dans une voiture. Enfin, ils ont fait un copier-coller en disant il y a 34 millions de voitures en circulation en 2021. Ça sera le même nombre. Il y a 15 000 km par personne, ça sera 15 000 km. La voiture fait 2 tonnes, elle fait 2 tonnes. Vous roulez à 130, vous roulez à 130. Enfin, il y a une espèce de parallélisme des formes, comme s'il n'y avait plus de politique. Voilà. Et incidemment, comme si on était capable de remplacer 34 millions de voitures par des voitures électriques. Ça, c'est un autre sujet, mais en fait, il y a quelque chose de l'ordre du présupposé et surtout du déterminisme. C'est-à-dire, on pose un scénario et on espère atteindre ses objectifs, alors qu'une fois encore, alors je vais utiliser un mot, c'est de l'ordre de la croyance, parce que vu que c'est dans le futur, on n'est pas capable de le vérifier. Par contre, le travail de mon collègue, ça a été de vérifier si les scénarios de RTE, il y en a eu 11 depuis 2001. Et en fait, systématiquement, RTE surévalue les consommations. Et pas qu'un peu. La première année, c'est en moyenne 4 TWh. Et au bout de 10 ans, on arrive parfois à 90 TWh de trop
par rapport à la réalité. Donc, en fait, on est en train de rédiger des scénarios qui justifient des outils de production qui, à la fin, sont inutiles. Voilà, donc j'en finis là. Peut-être que vous avez des questions. J'ai été peut-être trop bavard, mais pardon. Non, non, c'est parfait parce que contrairement à hier, il n'y a pas eu tant de questions que ça. Je te les ai quand même mises dans le chat, beaucoup de commentaires au fur et à mesure. Et donc, quelques questions que je te remets. Si il manque de contexte, les personnes concernées peuvent éventuellement préciser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Mais voilà, si tu trouves qu'elles ne sont pas claires. D'énergie totale là ou bien seulement d'électricité. Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure, dans le monde, c'est 9,2% de l'électricité, pardon, je me trompe aussi, de l'électricité finale consommée, et ça représente moins de 2% de l'énergie finale consommée. Voilà, donc globalement, l'ordre de grandeur, et c'est intéressant, parce que, alors, même si on fait qu'un produit en croix qui n'est pas très, très rigoureux, aujourd'hui en France, c'est là où, en fait, contrairement à ce que j'ai dit en tout début, la France aussi est en train de sortir du nucléaire. Je suis en train de retrouver mes chiffres, mais 2015, le nucléaire produisait 416 TWh, 2016, 384, 2017, 379, 2019, 379 aussi, 2020, 335, 2022, 320. Donc, en fait, on assiste à une baisse progressive qui n'est pas du tout liée à la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim. C'est juste que nos réacteurs vieillissent. Alors, vraisemblablement, on va assister à un rebond en 2023, mais le mythe qui consiste, et on a beaucoup ça chez les pouvoirs publics, de dire le nucléaire, une fois qu'on aura restauré nos capacités des vieux réacteurs, on va remonter à 400 TWh, personne n'y croit. C'est-à-dire qu'à un moment, on était à 76,9% d'électricité issue de l'origine du nucléaire. Aujourd'hui, on est à 63%. Donc, en fait, il y a une baisse. Bon, là, la question, c'est est-ce qu'on continue à accompagner la sortie du nucléaire à un rythme, à notre goût, beaucoup trop lent, ou est-ce qu'on met une pièce dans la machine et on en repart pour 50 ou 100 ans, quoi. Oui, la personne précise qu'elle parlait bien d'indépendance énergétique dans l'énergie totale ou bien électrique. Non, non, c'est dans l'énergie complète, l'énergie. Très bien. Donc, j'ai répondu à une question qui n'était. Voilà, j'ai répondu à côté. Peut-on rapporter le coût au mégawattheure produit, le coût de construction de l'EPR, j'imagine? Alors, les estimations aujourd'hui de l'EPR, c'est aux alentours de 100 à 120 euros du mégawatt. Là où sur les énergies renouvelables et notamment l'éolien, on est aux alentours de 40 euros du mégawatt. Donc, en fait, c'est malheureux, mais c'est le marché qui est en train de décider. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision des pouvoirs publics. Enfin, si, après, il y a plus ou moins d'entraves qui sont mises au déploiement des énergies. Mais le marché aujourd'hui, pourquoi le nucléaire, ils ont maintes fois essayé de le relancer aux États-Unis et pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est tout bonnement beaucoup trop cher. C'est à un moment, il y a quelque chose de l'ordre de la réalité économique qui rattrape l'idéologie. C'est vous avez beau piétiner, vous avez beau avoir le corps des mines qui, matin, midi, soir, vous dit le nucléaire, c'est l'avenir, le nucléaire, c'est l'avenir, le nucléaire, c'est l'avenir. Bah, la réalité économique, c'est que si vous avez un boom du solaire aujourd'hui en Europe, c'est que voilà, vous avez voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie qui coûte beaucoup moins cher, qui se déploie beaucoup plus facilement et qui contribue pour le coup. Alors, en dehors de la production des panneaux et des éoliennes, mais ça on pourrait y revenir, mais une fois installé, contribue à l'autonomie et à l'indépendance énergétique parce que la source de l'énergie, en fait, elle est immédiatement accessible dans les territoires. Où en est le démantèlement de Fessenheim? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Il faudra aller voir. Je pense que c'est comme tout démantèlement. Alors, je suis plus à l'aise sur Briniliss parce qu'en fait, ça fait juste près de 40 ans qu'on nous dit que le démantèlement va bientôt commencer et en fait, ils ont toujours quelques difficultés à démanteler ce petit réacteur. Sur Fessenheim, je ne sais pas. Voilà. Il faudra, pour le coup, humblement aller chercher sur Internet. Internet, il n'y a que des trucs vrais, donc juste vérifier. Hop, je déroule. Hein, si...
commenter le discours comme quoi la majorité des déchets n'est pas un déchet mais une ressource prend de plus en plus d'ampleur. Oui, oui, en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le mythe du recyclage en général et en particulier sur les déchets nucléaires qui ne sont pas un déchet mais une ressource. Pourquoi une ressource? Parce qu'on a Superphénix qui… c'est la stratégie de la constipation, hein. On le dit comme ça dans le milieu, c'est-à-dire que jusqu'à une période pas si récente maintenant, mais il y a une vingtaine d'années, et ben en fait, il y avait une espèce de constipation du système où on produisait des déchets, mais on ne savait pas quoi en faire. Alors, on les a longtemps mis dans les fosses marines, dans la Manche et un peu en Méditerranée. Et puis, voyant les conventions internationales, on a arrêté et sans doute Elon Musk aurait beaucoup aimé, on a envisagé un temps de les envoyer dans l'espace. C'était vaguement assez dangereux, donc on n'a pas fait ça. Et du coup, on s'est retrouvé avec des monceaux de déchets radioactifs dont on ne savait que faire. Et grâce à l'inventivité de nos ingénieurs, et incidemment grâce à l'appui et au soutien de l'armée, qui établit le lien définitif entre nucléaire civil et nucléaire militaire, on a organisé ce qu'ils appellent le retraitement des déchets nucléaires, qui permet de séparer les radioéléments et d'extraire une partie du plutonium qui potentiellement, c'est jusqu'à présent de l'ordre de la théorie, alors pas tout à fait de la théorie, parce que maintenant elle est réutilisée sous forme de MOX, donc un minerai, un combustible qui va mélanger de l'uranium et un peu de plutonium, mais théoriquement était supposé alimenter Superphénix, qui est un surgénérateur qui fonctionnait avec du plutonium. Sauf que le sodium, alors je ne me souviens jamais si c'est brûle à l'air et explose à l'eau ou l'inverse, mais en fait était suffisamment un réacteur qui était de l'ordre de la passoire que, in fine, il a été fermé après avoir essayé de fonctionner, d'injecter un peu de kilowattheure, être arrêté, réinjecter un peu de kilowattheure, à nouveau arrêté pour être arrêté définitivement. L'histoire aurait pu s'arrêter là en se disant on arrête Superphénix, on arrête le retraitement qui coûte un prix monstre et on finit par dire à EDF que dans votre comptabilité, ce que vous estimez être une ressource est un déchet, est une charge. Mais évidemment, EDF n'a absolument pas envie de faire augmenter sa dette d'une dizaine de milliards. Donc, on continue ce mythe. Et du coup, on est en train aujourd'hui d'alimenter un certain nombre de réacteurs qui n'étaient pas conçus pour ça à l'origine, à les faire fonctionner avec du MOX, qui, in fine, vont générer des déchets. Bon, incidemment, va contribuer à la dissémination du plutonium, donc accroître la menace nucléaire militaire pour le coup. Et parallèlement à ça, va générer des déchets beaucoup plus chauds, beaucoup plus radioactifs et beaucoup plus difficiles à traiter parce que mélangés à du plutonium. Bon, voilà. Donc, en fait, ce mythe du retraitement génère tellement de conséquences que ça explique à lui seul la dérive de l'entre-soi des ingénieurs du nucléaire, quoi. Décrochage de consommation d'énergie totale, mais augmentation de la proportion électrifiée. Oui, sans doute, sans doute. C'est toute la justification c'est pas totalement irrationnel quand RTE nous dit on va augmenter notre consommation d'électricité parce qu'on va ripper un certain nombre d'usages qui étaient dépendants du pétrole pour les faire passer sur de l'électricité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la voiture électrique qui sert beaucoup de justification à cette augmentation. Le seul problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas tout à fait certain qu'on ait suffisamment de lithium et de métaux rares pour construire l'ensemble des véhicules français et dans le monde. Donc, en fait, il y a une course à l'échalote avec quelque chose qui est de l'ordre du mythe auto-entretenu sur, mauvais jeu de mots, cette capacité à pouvoir fournir autant de batteries vis-à-vis des consommateurs. Et à nouveau, on est sur des scénarios purement techniques qui présupposent que le politique n'a plus rien à dire. C'est-à-dire qu'on a, pareil, je n'ai toujours pas vérifié ce chiffre, mais on a fait une étude sur le passage de 130 à 110 km/h. En fait, on gagne aux alentours de 16%, je crois,
de carburant pétrole quand on passe de 130 à 110 pour les véhicules thermiques, et on gagne 25% quand on est sur de l'électrique. Donc, vous avez un impact qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant d'une limitation de vitesse si vous passez au tout électrique. Or, en fait, il y a pour le coup quelque chose de l'ordre de l'idéologie, c'est la voiture, c'est la vitesse. Il faut aller vite. Sauf que, en fait, et c'est nous toute la logique amiesque de notre appréhension du dossier, c'est en fait si on repositionnait en produisant ce qui est consommé et non pas l'inverse, eh ben, vous remettez au centre le consommateur, les services énergétiques, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin réellement, et en fonction du besoin, on structure l'outil de production. Et à l'évidence, une fois que vous réduisez l'éclairage public dans les communes, une fois qu'en fait vous dites non à la 5G, dont les évaluations montrent qu'elle pourrait avoir un impact de 16 à 40 TWh supplémentaires si elle était généralisée, en fait, tous ces besoins artificiels qui sont créés vont avoir un impact, une incidence très forte sur notre consommation. Voilà. Donc, estimer que voilà, en 2035, on sera à 640 TWh, effectivement, si on ne fait rien, et encore, une fois encore, en 12 ans, augmenter de 17 TWh chaque année, on vous donne rendez-vous en fin d'année 2024, c'est absolument certain qu'on ne va pas pouvoir passer une augmentation de 17 TWh. C'est juste gigantesque, gigantesque. Donc, vraisemblablement, c'est des évaluations qui sont surévaluées. Et une fois encore, on a encore peut-être notre mot à dire sur la façon dont on consomme l'énergie. Et vraiment, pour nous, la notion de sobriété, elle doit être au cœur, parce que sinon, effectivement, on peut augmenter même de beaucoup plus que ça. Si on laisse le chauffage électrique allumé toute l'année, la clim allumée toute l'année, toutes les lampes allumées, enfin, mais après, pour quelle raison on ferait ça? On n'est pas non plus voilà, déterminé à gaspiller l'énergie, quoi. Quid de l'arrivée de la voiture électrique et de la diminution des consommations d'énergie fossile de manière générale? Alors, je l'ai dit, c'est une centaine de térawattheures. On était tombé il y a quelques années sur une note interne à l'époque, ça s'appelait ERDF, donc qui était la filiale qui est devenue Enedis ou RTE. Alors, cette note interne de RDF, elle indiquait dès 2009 que pour 2 millions de véhicules voitures électriques en circulation, la puissance appelée pourrait représenter 10% de la puissance de pointe nationale. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est qu'en fait, nous, on fait la comparaison et on a l'habitude de dire que la voiture électrique est à la mobilité, ce que le radiateur est au chauffage. C'est-à-dire une espèce de justification de la production qui permet d'offrir un débouché assez phénoménal à l'industrie nucléaire. Sauf que, et on le voit bien, hier, on importait près de 3000 mégawatts d'électricité de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Espagne. La thermosensibilité du système électrique fait que dès que vous avez 1 degré de moins, vous avez une puissance appelée qui est très importante. Pourquoi? Et notamment des importations qui viennent d'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nucléaire est une technologie qui produit beaucoup d'électricité, mais qui est très, très peu réactive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir la capacité à suivre les pointes de consommation, ou en tout cas pas la totalité des pointes de consommation. À l'instant où vous avez non pas 2 millions de voitures, comme l'estimait ERDF, mais 35 millions de voitures qui ont été utilisées en journée, qui arrivent le soir à 18 ou 19 heures et rechargent à ce moment-là, en fait, on va avoir une amplification absolue de la pointe électrique qui va poser de gros soucis en termes de fluctuation de la consommation d'électricité, sur lequel le nucléaire sera absolument inapte pour y répondre. Donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre du tropisme entre la voiture électrique est une bonne solution pour sortir du pétrole, raison pour laquelle on va favoriser l'émergence de la voiture électrique qui, une fois que tout le monde va recharger, va nécessiter des moyens de production qui, au mieux, vont être de l'éolien, au pire, vont être du charbon allemand. Voilà, ou de l'hydraulique. Voilà. Mais l'hydraulique, à un moment, on fait appel à l'hydraulique une fois pour le chauffage,
mais on va avoir du mal à dire c'est le chauffage et c'est la voiture électrique. Donc là, il va y avoir quelque chose de l'ordre du choix politique à opérer parce qu'on ne pourra pas recharger 34 ou 35 millions de voitures. Je déroule. 7, 8, 9. Quel enseignement du démantèlement de Brennilis? Pas terminé. Tout simplement que l'industrie nucléaire aurait pu se reconvertir, la France voilà, manifestement une vraie compétence en matière de nucléaire et aurait pu investir sur le démantèlement. On a, je l'ai dit tout à l'heure, 435 réacteurs qui étaient en fonctionnement, 413 aujourd'hui. De plus en plus de réacteurs qui s'arrêtent, parce que ça, c'est le solde net, mais l'Allemagne a complètement arrêté ses réacteurs. La Chine en a construit près de 50 ces 10 ou 15 dernières années. Donc, en fait, on a un certain nombre de réacteurs qui vont être mis à l'arrêt et on aurait pu profiter du nombre de réacteurs que nous avions chez nous pour commencer à acquérir une compétence et à l'exporter à l'étranger. Bon, il se trouve que Brennilis reste une espèce de trou noir qu'on essaye de démanteler. Alors, c'était un réacteur à eau lourde, donc c'est de toute façon même pas tout à fait la même chose que nos réacteurs actuels. Mais on voit bien les difficultés que le secteur nucléaire éprouve au moment où on commence à démanteler un réacteur. Et à l'évidence, en fait, la compétence, et je rebondis là-dessus, mais Flamanville, l'EPR de Flamanville, a été justifié, comme vitrine technologique pour l'exportation, à l'instar du Minitel et du Rafale, qu'on connaît bien comme grande réussite française, mais aussi comme chaînon manquant pour garder l'expertise des ingénieurs. C'est-à-dire, on n'a pas construit de réacteur depuis longtemps, on est en train de perdre l'expertise, il nous faut un réacteur pour garder cette compétence. Et on voit bien que toutes les difficultés que le secteur a éprouvées dans la construction de cette EPR, c'est la démonstration flagrante qu'on a perdu cette compétence. On a perdu le tissu industriel qui nous permettait de construire un réacteur. Voilà. Et ça, c'est une problématique qu'on rencontre sur la construction et qu'on va rencontrer aussi sur le démantèlement des réacteurs. Y a-t-il aussi un mythe sur les énergies dites pilotables et les autres? Cette notion d'énergie pilotable, on le retrouve beaucoup dans le bouquin de Jean Covici, La fin du monde, et c'est un appât à ingénieur du lobby nucléaire. C'est quand on entend énergie pilotable, c'est que généralement, c'est un pro-nucléaire qui cherche à se cacher ou pas s'assumer complètement, mais je ne sais pas ce que ça veut dire pilotable, si ce n'est qu'il y aurait en négatif des énergies non pilotables. Voilà, on est toujours dans cette illusion qu'en France, à l'instant où on est à 20-25% d'énergie renouvelable, le système est en train de vaciller et va s'effondrer. Sauf en Allemagne, sauf au Danemark, sauf en Suède, sauf en Espagne, sauf en Roumanie, sauf au Portugal, sauf en Angleterre, sauf en Suisse, où on a déjà dépassé les 50% d'énergie renouvelable, et en fait, ça fonctionne très bien. Donc, en fait, il y a une espèce de logique mais bon, qui est une logique, on ne peut pas le reprocher à nos responsables politiques d'aujourd'hui, qui date de Colbert, Louis XIV, c'est-à-dire c'est une France centralisée où tout est décidé de Versailles et maintenant de Bercy ou de l'Élysée. Et en fait, il y a quelque chose de très rassurant à se dire j'appuie sur un bouton et tout se passe. Sauf que, en fait, en réalité, vous voyez bien que et les énergies renouvelables qui sont foncièrement des énergies décentralisées revisitent notre relation à l'État. Voilà. Et ça, en fait, c'est ça qu'il y a au fond de tout ça, c'est la perte du pouvoir de l'autorité centralisatrice. Voilà. Et pourquoi l'Allemagne arrive très bien à le faire, pourquoi l'Espagne arrive très bien à le faire, c'est qu'en fait, ils sont construits autour de grandes régions, là où la France a les pires difficultés à décentraliser, tout simplement. Voilà. Et cette notion de pilotable, pas pilotable, c'est ce qu'on appelait l'intermittence à une époque. Pardon, mais la chute de la production du nucléaire d'une année sur l'autre à cause de la corrosion de quelques tuyaux nous a fait perdre une bonne centaine de térawattheures d'une année sur l'autre. Si c'est ce qu'on appelle de l'énergie pilotable, pardon, mais en fait, ça pose quand même quelques soucis.
le renchérissement du coût du kilowattheure l'année dernière est essentiellement lié à la baisse de la production d'EDF qui a mis sous tension l'Europe entière. Donc, en fait, il y a quelque chose, une fois encore, qui est de l'ordre du mythe. D'autant qu'en France, on a cette chance d'avoir une variété de territoires et d'une variété de sources d'électricité renouvelables. La France, elle est exposée à 3 régimes de vent. Elle a un ensoleillement particulièrement intéressant, hein, je le répète, mais alors j'ai plus les chiffres sur le solaire en tant que tel, mais sur le solaire en France, on a 18 TWh qui sont issus du solaire. C'est anecdotique par rapport à ce que produit aujourd'hui l'Allemagne, qui est beaucoup moins ensoleillée que la France. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte de résultats, de la perte de production, et c'est d'une débilité sans nom quand on voit le potentiel éolien solaire de la France. Voilà, il y a une fois encore quelque chose qui est de l'ordre de l'impensé, là où, en fait, en plus, on était globalement moteur dans les années 70. On avait déposé les premiers brevets. On a une super centrale dans les Pyrénées qui a fait voilà, qui a fait qui a intéressé pas mal d'ingénieurs à l'époque, qui a été plus ou moins abandonné. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi en fait, on a abandonné la filière photovoltaïque? Pourquoi les hydroliennes, les brevets ont été rachetés par EDF? Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche à tuer toute concurrence pour démontrer qu'en fait, il n'y aurait qu'une solution. C'est la bonne vieille formule thatcherienne, there is no alternative. Et effectivement, à l'instant où vous tuez toute alternative, en fait, vous pouvez juste dire il n'y a que le nucléaire qui peut répondre à la demande. Pourquoi vous n'êtes pas plus présent sur les médias? Pour 2 raisons. Parce qu'on n'est pas invité, parce que j'aime pas du tout ça. C'est, c'est- et que, en fait, alors je vais répondre plus sérieusement. Je pense que, en fait, je suis un grand fan de Guy Debord et la société du spectacle. En fait, l'enjeu, c'est la pédagogie, l'éducation populaire. C'est des soirées comme ça où, en fait, on fait de la formation, où on échange, où on répond à des questions. C'est l'enjeu. Voilà, une interview sur un média, c'est trop subreptice pour changer la donne. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est peut-être en guise de pré-confusion, mais j'ai lu une étude sociologique dont il faudra que je trouve le nom, un de ces 4, qui a fait l'objet d'une publication qui était hyper intéressante sur le mouvement antinucléaire, qui se résumait à peu de choses près à la formule du CID. C'est nous partîmes 100 000 et nous arrivâmes 3 experts, 100 000 manifestants et on arrive 3 experts. En fait, on a voulu ressembler à ceux que nous combattons, c'est-à-dire c'est un sujet très technique, les écolos, c'est des charlots, donc il faut qu'on soit très technique. Et en fait, on a fini par croire que parce qu'on était capable de damer le pion à un Jean Covici, on allait finir par emporter la décision. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça se construit, un rapport de force. Nous, on l'a vu pendant le Grenelle de l'environnement en 2007. Les assos ont déployé une énergie fantastique à développer de l'expertise. En fait, sont arrivés outillés avec des sommes de fiches, de chiffres, pour essayer de démontrer qu'ils avaient raison et d'emporter la décision. Et à la fin, en fait, ce qu'il fallait, c'était des manifs de 50 ou 100 000 personnes. Donc, en fait, ce n'est pas tant ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de dire que, en gros, ce que je viens de faire ne sert à rien, mais objectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à reconstruire un mouvement écologiste qui soit fort de dizaines de milliers d'adhérents. Parce que c'est comme ça qu'on réussira à être le grain de sable et à entretenir voilà, la petite flamme. Voilà. Et malheureusement, je le redis, il y a eu une anecdote il y a quelques années où, en fait, on était parti sur le gouvernement nous demandait, pour être habilité, reconnu et habilité, c'est-à-dire pouvoir participer à certaines commissions, de démontrer que nous pouvions compter sur au moins 2000 adhérents. Cette demande a provoqué des débats sans fin au sein des associations qui ont pas arrêté de dire quoi, 2000 adhérents, vous vous rendez compte, on n'aura jamais ce chiffre-là. Et à l'époque, on s'était opposé à cette réaction en disant mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de renvoyer auprès du grand public en disant que les associations nationales ne sont pas capables de mobiliser 2000 personnes. C'est le club de boulistes du coin est capable de rassembler quasiment autant de personnes. Donc, il ne faut pas espérer
créer un rapport de force si on n'a pas 100 000 personnes qui s'opposent à des projets nucléaires. Et pour répondre, ce n'est pas un débat avec Jean Covici sur une chaîne de télé qui changera la donne, parce qu'on entretient l'idée que la mobilisation, elle peut se faire au travers des écrans. Or, en fait, il faut chauffer nos semelles. Je déroule. Yes, parce qu'il te reste encore 7 questions. Ah, mais non, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ben, finalement, c'est arrivé. Et on va essayer de terminer pas trop tard, La dans réaction en un chaîne, quart hein, d'heure. vous savez ce que c'est. C'est plus on répond à des questions, plus il y en a. Et à un moment, ça finit par exploser. Non, hier, ça s'est tari, à cette heure-là à peu près d'ailleurs. Que, Je que pense que peut-on là, penser on prend les dernières. des énergies de la mer, des moulins à eau sur rivière? Alors, je vais répondre par une pirouette, mais je suis toujours assez rétif à entrer technique par technique, là où en fait, à l'instant où on commence à dire oui, mais alors le solaire, oui, mais alors l'éolien, oui, mais aussi marémotrice, mais aussi, etc., la micro-hydraulique, etc., on passe à côté de ce qui est le cœur de notre propos, c'est-à-dire c'est quoi la sobriété? Réduisons notre consommation d'électricité, notre besoin en énergie, et objectivement, vraisemblablement, on aura répondu à une grande partie de toutes les problématiques qu'on se pose. Si on a besoin de 1000 TWh, eh ben on a besoin de pétrole, de charbon, de nucléaire, d'éolien, etc., etc. À l'instant, et c'est ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire que vous avez une augmentation du nucléaire, une augmentation du charbon, une augmentation des éoliennes, une augmentation du solaire, et en fait, accompagne une explosion de la demande. Donc, pour nous, en fait, il y a un vrai enjeu à ce qu'on remette au centre la sobriété et qu'après, on regarde ce qui reste. Et vraisemblablement, et l'erreur à ne pas commettre, et l'erreur que commet évidemment les appels d'offres, c'est-à-dire en France, on remplace du tout nucléaire par du tout éolien ou du tout solaire. Ou. Et en fait, la logique du tout est complètement dissonante par rapport à l'intérêt même des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont des énergies décentralisées qui ne se résument pas à un tout. Voilà. Donc là, il y a un vrai enjeu à tirer profit des chances de chaque territoire. Et on ne comprend pas comment les grandes régions ne s'approprient pas ces compétences et ne déploient pas plus rapidement les énergies renouvelables, parce que en fait, c'est une façon aussi de s'émanciper de l'État central, quoi. Lancovici et Roussel. Tiens, ouais, c'est une bonne idée, un débat entre deux. Je dirais même plus. Et Dupontet et Dupondé, sur le nucléaire en tout cas. Euh, alors, Jean Covici, en fait, a eu l'occasion de présider un débat en 2006, débat national sur l'énergie, qui était sous l'impulsion de Nicole Fontaine, qui était ministre de l'Industrie à l'époque. Nous, on y avait participé. C'est assez barbant, Jean Covici, parce que il est dual. Et c'est la chance de tous ces, enfin, la force de cette création médiatique, c'est qu'en fait, il tient un discours qui est à 95% très écologiste sur la sobriété et à 5% fou furieux pro-nucléaire. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre du joueur de flûte qui vous emmène, qui vous emmène, qui vous emmène. Et en fait, l'émergence du shift project et des shifters et de toute cette génération qui adule, vous lisez la fin du monde de Jean Covici, il est même dessiné en gourou. Donc en fait, c'est même plus caché. En l'espèce, c'est un gourou. Il dit des choses hyper intéressantes jusqu'au moment où on dit nucléaire. Et là, en fait, il y a une fois encore quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans le cerveau de Jean Covici, qui fait que, bon, voilà. Roussel, bon, c'est plus, voilà, c'est effectivement plus brut de décoffrage. Une fois qu'ils auront réglé le problème de la Fédération de l'énergie de la CGT, je pense qu'on aura réglé une bonne partie du problème. Voilà. C'est malheureux qu'à un moment, on ne réussisse pas à avoir un débat rationnel sur l'énergie, sur les besoins. Et Roussel, bon voilà, Roussel pour moi est un épiphénomène ou juste il fait du marketing polémique pour qu'on parle de lui. Euh, le problème pour moi, en fait, vient plutôt de la CGT, de la CGT Énergie en particulier,
qu'un syndicat aujourd'hui soutienne le nucléaire, qui, objectivement, quand vous regardez la quantité d'emplois qu'on peut générer en France grâce aux énergies renouvelables et la sobriété, c'est inconcevable. C'est un facteur, alors je ne vais pas dire de chiffres, mais facteur 2 ou 3. Je crois qu'il y avait une étude de Philippe Quirion du CNRS, du CIRED, qui disait, je pense, 400 000 emplois générés dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on est aux alentours de 100 à 120 000, je crois, pareil à vérifier, sur le nucléaire, soutiennent, et vraiment, en fait, c'est tous les arguments qu'on a pu développer, vous avez le négatif avec la CGT Énergie, intermittent, peu coûteux, nanana, indépendance énergétique, et vous dites, mais un syndicat, il devrait quand même militer pour les outils de production qui recrutent des travailleurs. Et en l'espèce, ce n'est pas du tout le cas. Donc, en fait, le nœud du problème, il est principalement là. Après, on n'arrive pas à débloquer la situation, même si on entretient de super relations avec la CGT Cheminot, par exemple. Sur le fret ferroviaire, en fait, ils sont super actifs et il y a plein d'éléments qui nous amènent à travailler avec la CGT. Sur la CGT Énergie, c'est un peu le... C'est pas encore la glasnost, quoi. Hop, 13. La 13, je la passe parce que ça porte malheur. Non. Merci pour votre laïus. D'accord. Bon, bah voilà, super. C'est tout réfléchi. Que faire pour arrêter le nucléaire Alors, ça, c'est une question en 2 heures, non sortir du nucléaire, s'il y avait une recette, on l'aurait déjà appliquée. Hein. Donc, en fait, il y a vraiment, je le répète, une logique de mobilisation citoyenne. L'expertise, c'est bien parce que ça nous outille, mais en fait, l'enjeu, c'est vraiment, vraiment qu'on réussisse à reconstituer un rapport de force. Et là, le rapport de force, il n'est pas au rendez-vous. À chaque fois qu'on a essayé d'organiser des manifs, on les ajourne ou on les transforme en action médiatique. Et c'est juste la preuve ou la démonstration de notre faiblesse. Donc, en fait, tant qu'on ne sera pas capable, c'est de la méthode Coué, hein, tant qu'on ne sera pas capable de rassembler 100 000 personnes, il ne faut pas croire qu'on réussira à peser sur les décisions. Après, vous avez plein de choses à faire du point de vue individuel. Hein, c'est investir dans l'énergie partagée, adhérer à Négawatt, aller chercher aller chez Enercop pour votre électricité. Mais nous, on a toujours été assez rétifs à prioriser les actions individuelles qui généralement ciblent les plus convaincus et oublient les 99,9% des gens et renvoyer sur l'individu une responsabilité collective semble peu efficace. Donc, il faut le faire, c'est un élément important, mais pas suffisant. Donc, il faut adhérer à des associations, c'est le moment de la pub. Vous pouvez adhérer à Agir pour l'environnement, c'est pas mal. Vous avez plein d'autres associations, hein, Réseau Sortir du nucléaire, Greenpeace, Amis de la Terre, etc., etc. Enercop, Négawatt, Énergie partagée, Global Chance, enfin voilà, c'est plein d'associations qui aujourd'hui contribuent très largement à faire vivre cette petite flamme de la bougie. Vous savez, la bougie nucléaire ou la bougie. Donc, sans eux, il n'y aurait même plus de bougie, quoi. Sous-estimer la consommation future ne serait-il pas très risqué? On a besoin de faire fonctionner les pompes à chaleur et les transports électriques. Oui, une fois encore, mais nous, on ne dit pas qu'on n'aura pas besoin d'électricité. On dit juste que vraisemblablement, les quantités d'électricité qui sont annoncées sont surestimées et qu'en fait, on brûle un peu les étapes, c'est-à-dire faire un copier-coller en se disant que demain, on roulera tous à 130 km/h, qu'on fera 15 000 bornes, qu'on sera tout seul dans notre bagnole et qu'elle pèsera 2 tonnes, en fait, ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel. Alors après, on peut se dire, ouais, mais bon, c'est du nucléaire, ça produit beaucoup, donc on peut la gaspiller. Ça a toujours été cette logique-là en France. Nous, on estime qu'à un moment, si on se dit qu'on va investir 100 ou 150 milliards d'euros dans un outil de production, peut-être qu'on peut interroger sur c'est quoi l'efficacité de la ressource publique. À 100 ou 150 milliards d'euros, vous pouvez en isoler des bâtiments. Hein. Pour le coup, ça peut représenter quelques centaines de milliers d'appartements qui seraient isolés ici et maintenant avec des artisans locaux, quoi. Donc là, l'enjeu, une fois encore, c'est quel choix politique on opère. Après, se dire, si on n'a pas 640 TWh en 2035, la France s'effondre.
c'est factuellement faux. Voilà. Que pensez-vous de l'énergie libre qui utilise les champs électromagnétiques? Je n'en sais strictement rien. Je pense qu'il y a des gens super intelligents qui aujourd'hui, des ingénieurs qui ont massivement travaillé et, je le répète, la solution, elle n'est pas dans des options à venir. Elles sont mises en œuvre ici et maintenant. L'explosion du photovoltaïque a tué le match. Voilà, je le dis très sincèrement, très, très facilement. On voit aujourd'hui les statistiques. C'est même pas les données, mais regardez, c'est mon PowerPoint. L'Allemagne, la courbe là, c'est les énergies renouvelables. Là, vous aviez un petit. Alors, vous aviez des montées. Ça, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, 2022, sur le charbon lignite. Cette année, en fait, le truc tombe comme ça. Le nucléaire tombe à zéro et l'énergie renouvelable fait ça. Voilà. Donc, on peut continuer hein, à se dire c'est nucléaire ou des options qui viendront demain ou après-demain. Ce qu'on constate, c'est que globalement, on a des solutions qui sont clés en main. Alors, une fois encore, le problème, c'est qu'en fait, on a tellement pris de retard en investissant que sur le nucléaire qu'on est en train de passer à côté des brevets et que l'outil de production, il s'est décentré en Chine. Voilà, ça, c'est une problématique. On peut se plaindre maintenant, mais pendant 20 ans, les écolos ont dit attention, 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 il faudrait peut-être réinvestir, réinvestir, réinvestir. Et on nous a répondu amiche, amiche, amiche. Bon, voilà. Note que l'amiche qui nous brocardait sur la 5G il y a 4-5 ans est en train de nous dire qu'il faut réduire la présence des écrans dans notre vie. C'est toujours bien, c'est le en même temps. Il faut investir dans la 5G, mais il ne faut pas utiliser les écrans. OK. C'est un message pour vous dire qu'on va bientôt éteindre le Zoom. Il te reste 2 questions. Mais non. En 4 minutes, je pense que tu peux le faire. Que penser des profits espérés de CIGEO dans le traitement des déchets venus d'autres pays? Aucune idée. Moi, ce que je constate, c'est que CIGEO, je ne sais pas si c'est des profits, mais je ne sais pas quelle sera la parité euro-dollar en 2635. Or, en l'an de grâce 2635, CIGEO est supposé fermer et que réussir à évaluer le coût de la gestion des déchets nucléaires qui vont accueillir, le centre de stockage de Bure va accueillir des déchets pendant 100 ou 150 ans et va être mis en surveillance pendant 500 ans. Moi, j'ai l'habitude de faire un parallèle sur, au fait, vous faisiez quoi en 1492 quand Christophe Colomb découvrait les îles à proximité des États-Unis? Bah, en fait, on est un peu dans la même logique. C'est-à-dire que, en fait, assurer l'équilibre financier de Bure en accueillant éventuellement d'autres déchets, il faudrait déjà que CIGEO fonctionne. Et en fait, les émanations d'hydrogène laissent supposer que ça va quand même être compliqué de stocker massivement des déchets dans ce gruyère. Et que, en fait, le coût n'est absolument pas un élément objectif. Je le répète, on est passé de 14 à près de 35 milliards d'euros en quelques années et le projet n'est absolument pas fini. Donc, l'importation, vraisemblablement, n'est pas l'élément qui permettra la justification. Après, voilà, il y a une problématique de pourquoi stocker les déchets. C'est un peu la même chose en sens inverse, c'est-à-dire que quand on exporte de l'électricité nucléaire, mais qu'on garde les déchets, bah, on a un peu la double peine, quoi. C'est on va devoir payer l'outil de production qui est profondément déficitaire, mais en plus, on va avoir les déchets sur les bras. Comme les autres pays européens, informer le plus de monde possible pour dénoncer cette politique incohérente et faire pression sur nos députés. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est une question facile. Il faut faire ça. C'est ne jamais renoncer. En fait, on a un peu tendance à dire l'élection se résume, la démocratie se résume à l'élection. Une fois qu'on les a élus, eh ben, ils sont tranquilles pour 5 ans. Alors que c'est super simple. 40, 63, 60, 00. Je le fais de mémoire, mais je crois que c'est ce numéro-là à l'Assemblée. Vous dites bonjour, je souhaiterais parler au secrétariat de mon député. Vous le cherchez sur Internet. Et après, vous allez tomber sur le secrétariat. Vous lui dites mais qu'est-ce qu'il va prendre comme position sur le projet de loi de souveraineté énergétique? Voilà. Et en fait, à l'instant, vous avez 10, 20, 50 personnes qui passent un coup de fil à leur député. Et bien, en fait, l'attaché parlementaire, il dit oula, il y a une mobilisation là. Voilà. Mais on a tellement perdu cette habitude ils ont une paix royale. Ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible qu'on les laisse tranquilles comme ça, alors que ce sont nos représentants, ce n'est pas nos souverains.
Voilà. Très belle parole. Super, bah, merci à tous pour vos commentaires, vos questions, Et vous pouvez commander les livres votre en ligne. participation. Voilà, c'est ceux-là, je sais pas, il y a un lien.